Bonjour à tous, bienvenue à cet AOS Nice ce 8 octobre. Donc Johan et moi ici présents, on va vous parler d'Azure DevOps et spécifiquement de la notion de pipeline, de CI et de CD. Donc on remercie bien sûr Epitech déjà pour l'hébergement et la localisation des conférences. Et puis tous les sponsors sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, je vais laisser Johan se présenter. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne, bonjour Vincent, notamment, ceux que je connais. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Johan Guillot, donc je suis architecte cloud spécialisé sur Azure. Je suis rennais, donc l'opposé de d'où on se situe aujourd'hui. Donc je suis MVP sur la partie Azure, freelance. Pour le côté communautaire, donc j'ai la chance de faire partie de l'orga AOS, enfin de la communauté, pardon, AOS depuis un petit moment, partie de l'orga Mug Rennes pour le côté local. Je vous ai mis quelques petits liens sur Twitter et autres, sur lesquels vous pourrez nous retrouver, notamment sur les partages des slides et du code, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à la suite pour aller retrouver tout ce qu'on va vous présenter là. Et donc moi je suis Yannick Frouin, je suis également rennais et c'est grâce à Johan que je connais l'AOS et que je rencontre les gens de l'AOS. Donc là c'est ma toute première et je suis super content. Moi je suis qui et qu'est-ce que je fais? Je fais surtout de l'architecture.NET, ça fait une bonne dizaine d'années que je fais du développement et depuis 3-4 ans je me rapproche pas mal de l'architecture. Donc je suis indépendante et j'ai monté donc ma société au nom de NetIrex et donc j'ai créé un blog associé. Vous pouvez retrouver là, sinon vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur LinkedIn, et j'ai un GitHub aussi, où je dépose quelques sources de temps en temps. Donc, l'objectif de cette présentation, ça va être ensemble de step by step, donc on va faire ça en plusieurs étapes, on va mettre en place un pipeline d'intégration continue et de déploiement continu au sein d'Azure, et tout ça de façon automatisée. Alors, on va commencer par aborder qu'est-ce qu'est réellement le DevOps. Ensuite, on va présenter Azure DevOps. Rapidement, qu'est-ce que l'Azure App Service? Qu'est-ce que le service d'Azure App Service? Et puis là, j'ai bien mis des mots en gros, parce que sur cette présentation, je pense qu'on va passer plus de la moitié à vous faire des démonstrations sur le service de DevOps et dans le portail Azure. On n'a pas grand-chose à vendre, donc il n'y a pas beaucoup de slides. Alors, le DevOps, qu'est-ce que c'est? Eh ben, de mon point de vue, c'est déjà une communion entre des développeurs et des ops, opérationnels, j'aime pas trop le terme, je préfère dire ops, pour atteindre des plus petits déploiements, une bonne collaboration, tout ça de façon automatique, justement en utilisant l'outil Azure DevOps, avec une bonne partie infra as code, qu'on verra sur la fin avec Johan surtout. Et c'est là, donc en amélioration continue, le DevOps c'est plutôt une philosophie, c'est-à-dire que petit à petit, les équipes travaillent ensemble pour un but commun, qui est celui de justement déployer plus rapidement, plus facilement, et toujours dans un souci de qualité sur les environnements. Donc là, nous, on va vous présenter la solution Azure DevOps, qui est un regroupement de plusieurs outils qui permet d'héberger du code, de permettre aux équipes de communiquer entre elles, de travailler entre elles avec des boards, du Scrum, etc. On regroupe en on va dire au sein d'Azure DevOps, donc les boards, qui sont les endroits où on peut retrouver les tâches, les features, etc. C'est souvent l'endroit où le chef de projet travaille en fait dans une équipe. Les pipelines, donc c'est là qu'on définit toute la CI, tout le CD. Donc c'est là que nous on va faire un gros focus dans cette présentation. Donc il y a le features Azure Repo où vous pouvez déposer votre code source, faire des suivis de code, etc. Revue de code, tout est là, tout est intégré. Alors la fonctionnalité Azure Test Plans, qui pour ma part j'ai très peu utilisé, mais qui permet de mettre en place des plans de test plutôt orientés fonctionnels. Et les Azure Artifacts. Alors là, c'est là que vous pouvez déposer vos applications, les partager, ou même joindre des nuggets publics, etc. pour récupérer
de l'applicatif ou des morceaux de code, des librairies, etc. C'est une sorte de grand repo. Donc Azure DevOps concrètement pour ceux qui en font pas déjà, ce qui peut se comprendre qu'il y a des pros GitHub et notamment avec les GitHub Actions qui arrivent et autres, sachez qu'il y a possibilité d'utiliser Azure DevOps de manière gratuite puisque vous avez un plan de base notamment, bon je ne suis pas commercial donc on ne va pas faire la totalité de la slide, mais grossièrement ce qu'il faut retenir c'est que jusqu'à 5 utilisateurs vous pouvez utiliser de manière gratuite le plan de base, donc il vous proposera effectivement les boards, les pipelines, les repos, artifacts. La seule chose qui va manquer c'est effectivement toute la phase de testing, mais bon, toute ce plan de base suffit largement pour le commun des mortels et notamment les petites équipes. Donc n'hésitez pas à tester, vous verrez que c'est quand même assez complet et on va essayer de vous démontrer tout ça justement durant ces démos. Donc l'Azure Pipeline, concrètement, service permettant d'automatiser les phases de build, de test et de déploiement du code d'un projet. Donc tout ce qui est phase de build, test, ça n'a pas forcément parlé à nos amis les Ops. Alors, quand je dis nos amis les Ops, c'est les gens comme Ops, je suis un Ops, je ne suis pas du tout dev. Phase de build, de test, ça c'est pas mon job. Et on va voir que c'est important justement d'avoir une réelle communication entre les fameux devs et les ops. C'est pas parce qu'on a un outil qui s'appelle DevOps qu'on fait forcément du DevOps. C'est pas parce qu'on a des outils d'automatisation qu'on est également dans un mode DevOps. Comme l'a dit Yannick, le DevOps c'est plus une philosophie, donc c'est la manière de travailler conjointement entre les fameux développeurs et les fameux opérationnels. Et puis donc se mettre d'accord et surtout mettre en place des pipelines, comme on vient de le dire, pour faire du CI et du CD. Donc effectivement, ça supporte ces deux modes. On a un support de plusieurs langages, donc évidemment tout ce qui est C#, ça va de soi, mais également des choses plus larges comme le Java, le Python et j'en passe. L'avantage d'Azure DevOps également, c'est qu'on n'est pas cantonné à Azure. On va voir ensemble que l'intégration, elle est énorme avec Azure. On va voir qu'en quelques clics, on est capable de faire des choses de bout en bout sans avoir de réelles connaissances. Mais on n'oublie pas AWS, GCP, voilà, on a aussi possibilité d'aller jouer avec ces environnements-là sans souci, il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. L'exécution des pipelines, bon, ça reste, même si on parle souvent c'est la mode du serverless et autres, bon, même dans du serverless, il ne faut pas oublier quelque part, dans un hangar, il y a quand même un serveur physique. Donc c'est le cas également sur les pipelines, tout ça, ça repose sur des agents. Donc différents types d'agents, hein, évidemment, on ne se cantonne pas encore une fois du Windows, on va retrouver des agents Linux et macOS également au sein d'Azure DevOps, sur lesquels on va exécuter ces fameuses tâches, donc les fameuses tâches de build ou de déploiement des infras. Alors l'Azure Web Service, qui est un service quand même assez large, je dirais, au sein d'Azure, qui permet de déployer, comme son nom l'indique, de l'applicatif au travers soit des web apps ou même les Azure Functions sont dans les Azure Web Service. On peut déployer du container. Actuellement, d'ailleurs, on peut déployer que du Linux Container, mais c'est en preview au niveau des Windows Container. Et on y retrouve aussi les Logic Apps, des Mobile Apps et des API. On ne va pas le présenter dans sa globalité parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. On peut gérer du trafic, des CNAME, enfin vraiment, il y a beaucoup d'options, c'est très très complet. Nous, on se focalisera surtout sur les slots. Alors, les slots, c'est des différents environnements. Au sein d'une web app, on peut avoir plusieurs environnements comme le dev, un staging et une production. Donc nous, c'est l'exemple qu'on va faire par la suite. On va vous montrer tout ça. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure en début, nous, la grosse partie, ce sera surtout de la démo. Ce sera plus parlant pour tout le monde. Donc le workflow qu'on souhaite viser, c'est le suivant. On va imaginer le petit développeur qui lit son backlog. Donc j'ai parlé vite fait rapidement tout à l'heure au début des boards. Donc il lit son board, il voit qu'il a un peu de travail à faire, il travaille sur son feature, etc. Il push son code. Et là, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'à partir du moment où il a pushé son code, il y a une build qui est directement lancée, avec les petites étapes qu'on peut voir là, donc la récupération des tools, des sources, pardon, l'installation des tools, on build tout ça, on fait du test, on publie un artefact. Cet artefact lance un deuxième pipeline qui est un pipeline de release. Et ce dernier va déployer donc, dans plusieurs environnements ou slots côté app service, qu'on retrouve tout à droite.
Nous, dans notre démo, alors oui, voilà, une petite spécificité par rapport à ce qu'on voit là, c'est qu'on n'a pas, on ne vous verrez pas l'environnement QA. On a vraiment gardé juste un environnement dev, un staging et un production pour montrer en fait un blue-green deployment. Je viendrai plus en détail sur ça par la suite. Donc là, la démo elle va se faire en 3 étapes différentes. Donc l'étape 1 qu'on a voulu appeler la beginner style, là c'est vraiment imaginez un codeur qui veut déployer sa toute première web app dans le cloud au sein d'un app service. Donc là, on va montrer la forte intégration entre l'Azure DevOps et l'Azure App Service avec le Deployment Center. Vous verrez que tout est automatisé. Franchement, je pense que je vais pouvoir vous montrer ça en 4-5 minutes et on aura une appli fonctionnelle instantanément. Le step numéro 2, là on va parler YAML. Alors YAML, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de description qui est un peu un mix entre du JSON et du Python, je sais pas trop, je le trouve un peu entre les deux, et qui permet de décrire en fait les pipelines de build. On rentrera un peu plus en détail dans ce step 2 autour de ça. Le blue-green deployment, finalement je vais vous le décrire tout de suite, c'est quand on peut swapper 2 environnements afin qu'il n'y ait pas d'interruption de service. On déploie sur un des environnements, on swap la production avec cet environnement et du coup cet environnement devient notre production. Ça permet en fait que les utilisateurs ne voient rien à ce nouveau déploiement. Et le step numéro 3, ce sera Johan qui parlera un peu plus d'infra as code et lui qui fera un pipeline entièrement YAML du coup. Ouais. Hop. Alors, on va commencer par aller sur Azure DevOps. Donc, on va vraiment partir du début. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais créer un projet pour la démo. On va l'appeler DevAOS. AMS, du coup. Ah oui, c'est vrai, ça a changé le nom. DevAMS, description, hop, on va répéter ça. On va le laisser en privé. Donc, vous pouvez avoir un repo public, c'est-à-dire qu'il est visible par tout le monde, ou un repo privé. Donc là, c'est sujet à votre tenant, en fait, ou des externes. Vous pouvez ajouter les gens vous-même pour qu'ils aient accès à votre code. Enfin, au projet, surtout. Donc, on voit bien qu'on peut faire du Git ou du TFS. Et au niveau du board, alors moi, je suis un peu moins calé de ce côté-là, mais on peut choisir soit de faire de l'agilité, du Scrum, il y a plusieurs choses différentes. On vous montrera ça un peu par la suite. Donc, mon projet est créé. Mon premier réflexe, ça va être d'initialiser mon repository. Donc là, on peut initialiser le repository tout en bas avec le petit bouton Initialize. Qu'est-ce que ça fait? Comme quand on initialise un repository depuis GitHub ou autre, ça ajoute un README pour décrire ce que fait notre projet. Donc là, on le voit, il est là, il a été commité. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais cloner ce repository chez moi. Donc en HTTPS, je récupère ça. Donc, normalement, j'ai ouvert. Hop. Je clone mon repo. De côté. Voilà, mon repo est cloné. Je vais créer un projet basique, une application Blazor Server. Voilà. Je l'ajoute au Git. Je remets ça comme par hasard. Tout se passe pas comme je l'entendais. Non, bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir côté infra. Donc, imaginons que j'ai bien pushé mon code. Donc voilà, ce que je veux faire, c'est créer un app service comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je choisis ma souscription. Je vais me créer un petit ressource groupe pour cette démo. Alors ça c'est chiant, c'est jamais où c'est jamais rangé dans le même ordre d'une ressource à l'autre. Hop.
Donc j'ai bien créé mon resource group. Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute une web app qui va créer l'app service en même temps. Donc on voit tout ici, on retrouve le resource group. On va lui donner son petit nom. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est AMS, il faut que j'arrête. AMS démo. Très bien. Donc on peut déployer des containers, comme je disais tout à l'heure. Donc nous, on reste bien dans un mode code sur du .NET Core 3.1. Donc Operating System Windows. On va remettre la même région. Ah, vous voyez là, les régions ne sont pas encore rangées dans le même ordre que tout à l'heure. Et on va créer le plan qui va bien. Démo. C'est parti. Alors attention, fonction du plan, vous ne pourrez pas créer autant de slots que vous voudrez. Sur les plans basiques et autres, on n'a pas de slots, tout simplement. Donc il faut commencer à partir sur du standard 1, je crois, donc S1, pour avoir jusqu'à 4 slots, je crois, de tête. Donc chose à prendre en compte lors de la création de l'app service plan. Donc là, grossièrement, en fait, si je prends la parole de l'Ops, n'étant pas dev, concrètement, en fait, Yannick il vient de créer donc, son environnement pour hoster son website. Donc il vient de pousser le code de son website, il a besoin d'un environnement pour l'héberger. Donc là, c'est ce qu'on vient de faire de manière assez simple via le portail. Donc c'est parce que mon répertoire n'était pas au bon endroit, je pense. Voilà. Donc là, grossièrement, tu copies ton code local, c'est ça sur le repository DevOps que tu as créé. C'est bien ça. Alors, il me dit tout up to date, mais j'ai un peu peur que ça n'a pas fonctionné non plus. Non, c'est pas top. Bon, c'est pas grave, on va continuer sans le code. On va vous montrer l'intégration de l'app service avec Azure DevOps. Donc, je retourne à ma ressource app service. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le deployment center. Donc, il y en a un qui est en preview qu'on ne va pas vous montrer là, tout simplement parce qu'en fait, dans la version preview, il n'y a pas l'intégration avec Azure DevOps. On ne la retrouve pas ici. Alors pourquoi? On ne sait pas trop le dire. On suppose qu'il va y avoir quand même... on le ressent de toute façon assez globalement hein, avec la plupart des fonctionnalités qui étaient chez Azure DevOps qu'on retrouve maintenant sur GitHub. On suppose qu'il va y avoir quand même un effort de Microsoft pour essayer de faire transvaser les gens d'Azure DevOps vers GitHub. On n'en est pas trop sûr. C'est un peu le ressenti global, mais on ne sait pas trop le dire pour le moment. Donc vous êtes dans votre deployment center. Vous choisissez Azure DevOps, enfin le repo Azure que je viens de créer. On crée donc des pipelines. Là, tout de suite, il va détecter mon organisation. Parce que l'organisation, elle est liée en fait au compte Azure AD avec lequel on est connecté hein, sur la souscription, ni plus ni moins. C'est ça. Donc on va retrouver tout de suite mon projet que je viens de créer avec vous. C'était celui-ci. Alors attends, ça parle ou pas? Non, je suis... Ouais, t'es bon. C'est un peu plus long qu'hier. On a dit que la Wi-Fi était pas bonne, mais à ce point-là, je pensais pas. Je vais quand même regarder pourquoi j'arrive pas à... Ici, on va voir, j'ai quoi là? Alors pourquoi il veut pas... On reviendra dessus plus tard. Alors il m'a bien détecté, hop. C'est marrant, je l'ai fait hier. Alors attendez, là si je configure, on continue. Donc là il est prêt. J'aimerais bien quand même pousser mon code, hein, ça m'embête. Je vais ouvrir juste la solution avec Visual Studio rapidement pour voir si lui il peut pas pusher le code. Hop, allez. C'est peut-être parce que j'ai pas commit en fait.
Ah, c'est ça. Alors. Très bien. Et là, il a dû y aller. Ah voilà, j'avais oublié de commit. Abruti. Voilà, là, il a pushé le code. On devrait le retrouver chez nous. Effectivement, il est bien là, donc je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, en fait, toute l'intégration va être faite entre notre app service et Azure DevOps pour mettre en place le pipeline de build, mais également le pipeline de déploiement. De façon automatisée. Tout va être intégré en quelques clics. C'est un petit peu long. Ce que je peux faire, c'est vous faire un petit topo sur les agents de build, parce qu'on est passé un petit peu rapidement tout à l'heure. Il y a deux types d'agents au sein d'Azure DevOps. Donc, il y a les Microsoft Hosted Agents et les Self-Hosted Agents. Donc, comme le nom l'indique, en fait, les Microsoft Hosted Agents, c'est Microsoft qui gère les agents de build. Donc, il y a une file dans le cloud qui permet de libérer des slots pour pouvoir builder ou déployer. Et quand vous êtes en mode self-hosted, c'est à vous donc de gérer votre propre agent. Qu'il soit sur Azure ou on-premise. Oui, voilà, vous pouvez le mettre également on-premise, même sur du Raspberry. Donc moi, je me suis amusé chez moi à mettre un agent de build sur un Raspberry pour builder dessus. Je vais vous montrer où c'est, tiens, on a le temps, je pense. Donc quand vous êtes dans votre projet, vous allez dans les Project Settings, Agent Pool. On va pas en créer un nouveau, on va rester dans le default. Et ici, vous pouvez rajouter un nouvel agent, donc avec le bouton Nouvel agent. Donc moi, c'était du Linux en ARM64. Et là, tout de suite, vous pouvez directement télécharger l'agent. Ce qui est pas mal, c'est qu'on donne, Microsoft donne tout de suite les commandes à jouer pour que votre agent soit effectif et connecté de suite, quoi. Donc là, après avoir fait cette installation, vous devriez le voir ici, et il devrait poler et dire bah, c'est bon, je suis prêt à manger de la build. Donc on est bon, on va retourner voir ce que ça nous a fait côté projet. Donc on a bien notre pipeline de build qui a été créé, qui est déjà en train d'être lancé parce qu'on vient de faire un commit. On va retrouver les différentes étapes dedans. Il a été très très rapide. Donc c'est un pipeline classique. Donc on a des pipelines de type classique et des pipelines type YAML. Donc là, le pipeline qui est créé par défaut, c'est un pipeline classique. Donc quand je dis classique, c'est qu'en fait, dans l'interface, ici, vous retrouvez vos tâches de façon graphique hein, plus que du YAML, hein, c'est pas du code directement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous souhaitez migrer actuellement vos pipelines classiques vers du pipeline YAML, vous pouvez récupérer à chaque fois sur chacune de vos tâches. Alors, moi, je suis d'avis de dire qu'ils auraient dû faire une fonctionnalité pour sortir tout le pipeline en un seul fichier YAML. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Alors, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas vous dire. Mais vous pouvez, pour chaque tâche, récupérer le YAML associé. Et ainsi constituer derrière votre propre fichier complet YAML pour votre pipeline. Donc là, c'est un pipeline très basique. Et je ne vais pas m'arrêter sur les détails, mais c'est un pipeline qui restaure les packages nuggets, qui le build, qui teste, qui sort une publication, qui publie cet artefact. Ensuite, on va avoir un pipeline de release qui a été également créé automatiquement. Là, vous avez bien vu que je n'ai rien fait. Donc là, grossièrement, tu prépares ton applicatif. C'est ça. Tu le build, enfin tu crées un zip. Et ensuite, dans cette phase de release, tu vas déployer ce zip au sein de ton website, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et là, c'est donc en 3 clics. Hein. Et donc, il est en train de déployer mon website. Donc, mon application Blazor qu'on a créée tout à l'heure, il est en train de la déployer sur l'app service qu'on a montré tout à l'heure, enfin, sur la web app. D'ailleurs, il l'appelle dev par défaut. Là, nous, dans notre cas, c'est pas réellement le slot de dev, c'est le slot de production. Mais bon, vous verrez par la suite, on va rajouter des slots et changer tout ça. Là, il a terminé, il a bien déployé mon application sur l'app service. Donc, ce que vous pouvez voir ici. Donc là, on a URL et on devrait retrouver normalement. Voilà. Donc là, en l'espace, bon, j'ai mis un peu plus de temps parce que j'ai complètement oublié de commit côté Git, my bad. Hein. Mais en l'espace de 5-10 minutes, vous êtes prêt à l'emploi, vous intégrez directement un pipeline de CI et de CD en quelques clics grâce à l'app service. Et moi, clairement, ça m'a bluffé la toute première fois. Là, vraiment, c'est le mode beginner. Hein. C'est ce qu'on disait. Là, c'est de bout en bout, tout interfacé. Graphique et pas une ligne de code YAML, quoi. Voilà.
Donc maintenant, on va passer au step 2. Alors, si tu peux passer rapidement quand même sur les release pipeline. Ouais. Donc, on montre rapidement une release, en quoi ça consiste, et surtout les différentes steps, tu fais l'edit. Donc grossièrement, ce qu'il vient de vous faire, c'est de vous créer un stage, donc là en l'occurrence le dev, comme le disait Yannick. Et en fait, si on va au sein des tasks ici à cet endroit-là, on va retrouver la fameuse task de déploiement. Alors ça, c'est pareil, c'est assez bluffant. C'est que par défaut, vous avez un certain nombre de tasks qui sont pré-packagées, enfin qui sont disponibles en fait, directement dans DevOps. Notamment celle-ci où en quelques clics, on va être en capacité d'aller déployer donc, un artefact, en l'occurrence le fameux zip que notre ami développeur nous met à dispo. Et donc pareil, on va retrouver donc l'intégralité des connexions, on va retrouver le listing complet des souscriptions à laquelle sont liés notre compte Azure AD, enfin, sur lequel on a les droits. Quelques clics également, il va nous lister l'intégralité des fameuses web apps présentes sur cette souscription, etc. etc. Et donc tout ça, encore une fois, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de YAML à écrire, dans cette release en tout cas. On verra par la suite qu'on est capable de le faire également en YAML. Donc pour effectivement le beginner, ça c'est vraiment la première step sur laquelle il va atterrir et lui proposer en quelques clics d'intégrer ces différentes steps pour faire du CD de manière autonome. Voilà, on a vraiment des tasks sur étagère, que ce soit pour builder, comme on peut le voir ici, pour déployer. Voilà, on peut déployer de l'Azure Function, tout est clé en main, une fois de plus, c'est vraiment... pour le beginner, c'est parfait. Aller récupérer des secrets dans un key vault ou des connection strings, ce genre de choses. Arrêtez d'avoir du connection string déjà en clair dans le code, n'est-ce pas, messieurs les développeurs? J'avoue. Donc ce genre de choses. Et ce qui est super, c'est qu'il y a un marketplace que vous retrouvez en haut, là. Vous pouvez cliquer ici, Browse Marketplace. Et la communauté fournit plein d'extensions. Donc moi, je vais vous en présenter une rapidement, qui est le versionning, qui est assez important qu'on déploie. Donc nous, on n'a pas mis en place avec Johan, mais là, par exemple, on trouve tout de suite une extension qui va rajouter 2 tasks. Je pense que celle-là doit rajouter 2 tasks, donc une task de build et probablement une task de déploiement. Et on peut voir qu'elle auto-incrémente la version à chaque fois que vous lancez une build. Par exemple, ça vous évite d'avoir à gérer vous-même votre versionning lors de votre build, quoi. Et donc la communauté fournit vraiment pas mal d'extensions. Ça, c'est super sympa côté Azure DevOps. Hop, je vais revenir au tout début. Donc voilà pour la partie beginner. Moi, quand je suis arrivé là la première fois, j'étais c'est super, j'ai tout. Mais voilà, en tant que développeur, je me suis bien rendu compte qu'il me manquait des choses. Et je me suis dit que j'allais donc modifier le pipeline de build dans un premier temps pour intégrer des tests unitaires de mon code. Donc qu'est-ce que c'est des tests unitaires? C'est du test qui teste du code. Et en fait, il y a une intégration avec Azure DevOps qui vous permet de visualiser directement depuis Azure DevOps vos rapports de tests unitaires. Donc c'est au travers de Cobertura. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur les technos derrière, je vais juste vous montrer ce que ça donne dans Azure DevOps. Et on va regarder aussi la transformation de ce pipeline graphique dans un mode YAML. Hop, on devrait le retrouver ici. Donc ça, c'est le même pipeline qu'on vient de voir juste avant, sauf que moi, j'ai supprimé l'ancien et j'ai réécrit la même chose, mais en mode YAML. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, il y avait plusieurs étapes à gauche. Là, on est vraiment dans un mode d'édition de texte. Mais ce qui est pas mal aussi dans Azure DevOps, c'est qu'on a toujours à droite quand même une petite aide. Alors, imaginons que je veux rajouter une task ici. Je sélectionne la task, par exemple, un déploiement de template. Alors là, j'ai peut-être des choses à remplir, etc. Mais j'en ai pas, c'est bête, c'est ce qui va me l'ajouter quand même. Oui, voilà, on a quand même de l'aide pour pouvoir ajouter des tâches. On n'est pas obligé... la translation entre le graphique et le YAML. C'est ça, exactement. Bon, après, la doc est ultra bien faite, encore une fois, comme de manière générale. Docs.microsoft.com, vous avez une partie sur DevOps, il y a une grosse partie qui est sur le pipeline, puisque le pipeline pour information, les pipelines en format YAML sont quelque chose d'assez récent. Alors je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti exactement pour la partie CI dans un premier temps. On a la partie CD depuis peu de temps, qui a dû arriver genre en JA au mois d'août dernier, je crois. Oui, c'est très récent. Et donc la documentation est très bien faite, encore une fois. Après, bon, c'est vrai que c'est quand même assez... c'est pas aisé de s'approprier le langage et notamment les différentes tasks. Donc l'assistant à droite est effectivement bienvenu dans le premier temps. Donc là, je vais le décrire très brièvement parce que ça sert à rien de vous embrouiller la tête avec du code, mais on retrouve toutes les tasks que j'avais tout à l'heure, donc c'est-à-dire la récupération des sources, le build du projet, le test
Et là, justement, j'ai des petites tâches supplémentaires, c'est que j'installe des tools pour générer une sortie, un rapport de mes tests, que je publie donc dans les artifacts. Et ensuite, je récupère ce XML depuis mes artifacts pour que Azure DevOps l'interprète. Donc, grosso modo, ça donne quoi? Ça donne ça. C'est que quand on retrouve une build, alors je ne l'avais pas sur l'autre, c'est vrai que j'aurais peut-être pu montrer que je ne l'avais pas de l'autre côté. Il m'a rajouté un onglet Code Coverage ici. Voilà. Donc là, j'ai bien mes tests. On retrouve, bon, c'est vraiment bateau ce que je vous ai fait. J'ai un test unitaire qui passe, qui teste quelques lignes de code. Et ce qui est pas mal là, c'est qu'on a du coup un onglet maintenant de Code Coverage. Totalement intégré. Voilà, un petit reporting pour savoir si vous couvrez bien votre code. Voilà, tout ça c'était pour vous montrer que de toute façon le travail dans Azure DevOps, côté Dev ou Ops, ou l'association des deux, n'est jamais réellement terminé parce qu'on peut toujours améliorer son pipeline. Là je vous ai déjà montré 2 exemples avec la gestion du versioning avant. Là par exemple je rajoute du test unitaire, de la couverture de code. Je sais pas, on peut imaginer plein de choses. On peut rajouter des modules qui vérifient s'il y a des failles de sécurité. Enfin voilà, le travail des DevOps est jamais réellement terminé en fait. On trouve toujours à améliorer, que ce soit son pipeline de BIM, son pipeline de déploiement. Bon, d'ailleurs, pour en revenir au déploiement, donc je vous ai parlé du Blue Green. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans mon autre projet, c'est que... Est-ce que je peux retourner aux ressources groupes rapidement? Attends, je vais avoir là, hop. Ça doit être celui-ci. Donc, ça, c'est... il est ici. Donc, je vous ai parlé des slots tout à l'heure, en début. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout bêtement? C'est que j'ai créé deux slots, moi. Donc, par défaut, il m'a créé celui de base, donc du nom de l'app service. Ouais, voilà. Et moi, j'en ai créé un dev qui va accueillir mon dev et un staging qui est, on va dire, la pré-production, en fait. Et ce qui est hyper intéressant avec les slots, c'est que finalement, on prend l'URL de base. Alors, je vais vous le montrer là. Donc là, c'est déjà déployé. On rajoute un petit tiret. Le nom du slot. Ah oui. Je vais aller très très vite sur la fin là. Hop. Et en plus ça marche pas comme j'ai envie. Bon, je vais accélérer parce qu'on est short dans le temps. Mais on a plusieurs slots. Alors le pipeline de release, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours le déploiement donc sur un environnement de dev. Ensuite, on déploie sur un environnement de staging. Et on swap le staging et la prod pour avoir comment dire, la mise à jour directement de notre production sans interruption de service en mode Blue Green. Alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est les deployment gates. En fait, ça permet de passer d'un environnement à un autre selon des conditions. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai mis comme condition. Donc là, j'ai bien mis un gate sur un query work item. Alors là, ce que j'avais mis comme condition, c'est qu'en fait, il y en a plusieurs. C'est plutôt pas mal. On peut mettre des conditions sur du monitor, donc les work items, Azure Functions. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bug pour passer en environnement de staging. Et j'ai mis un approvals pour passer à la production. Donc, un approval, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait une personne qui valide. Par exemple, avec la pré-production, elle répond aux besoins. Donc, il y a une personne qui valide qu'on puisse déployer sur la production. Donc, je vais juste lancer une build et puis je vais passer la main à Johan, puis on reviendra après tout à l'heure pour voir comment ça s'est passé justement pour faire l'approval. Donc pour lancer une build, je vais juste modifier un fichier. Ouais, hop. Et voilà. On a un petit moment, tu peux prendre la main du coup? Ouais. Faut que je te la donne. Donc tu lances ta build et puis on reviendra après. Ouais, voilà, elle a dû se lancer. Ok. Donc ça, bon, on a vu effectivement le mode beginner, on a vu le mode intermédiaire, le boss de fin, qui finalement va se concrétiser en un pipeline YAML full, c'est-à-dire pour la CI, pour la CD, et en intégrant bien évidemment l'infrastructure as code. Alors pourquoi on voudrait s'embêter à faire du full code, surtout quand on est un Ops? Déjà d'une, il y a plusieurs raisons à ça. Première chose, bon, c'est bien d'écrire du code, c'est bien d'avoir du versionning, c'est bien d'avoir tout ça, contrôle de code source, et ça c'est magnifique. Si on en reste à créer des pipelines de release en mode graphique, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup on n'a pas de suivi sur ce qui a été fait, les différentes modifs, etc.
Alors que si c'est écrit dans un fichier, bon, bah, déjà très clairement, on a un état et surtout on a un versionning de cet historique-là, enfin une possibilité d'avoir historisé ces différentes tasks. Donc c'est la force du pipeline en YAML. Et donc bah, pour me prêter à l'exercice, moi j'ai repris en fait ni plus ni moins que ce que nous a fait Yannick en démo. Malgré tout, il manquait une grosse chose et qu'on retrouve généralement quand c'est des devs qui viennent faire leur déploiement eux-mêmes. C'est que ils s'embêtent pas, ils sont bons pour écrire du code, mais malheureusement, si on leur met pas à disposition l'environnement, et on se retrouve avec des environnements qui sont créés en mode graphique. Donc c'est dommage d'une parce que effectivement, on n'a pas de déclaration au format template de ce qui a été créé en termes de web app, d'app service plan, etc. Là où justement, quand on va s'amuser à commencer à faire du déploiement en ARM template, le gros avantage de ça, c'est qu'on a de l'idempotence déjà d'une. Le template, il va être joué une fois, il marchera 10 000 fois, il n'y a pas de souci. On va avoir capacité justement à décrire l'état en fait de l'infrastructure dans un fichier, ni plus ni moins. Donc pareil, transposable sur les différents environnements, etc., etc. Donc pour faire simple, déjà d'une, à quoi ressemble un template ARM template? On va retrouver un fichier JSON. Alors cette fois, c'est pas au format YAML, effectivement, on est toujours au format JSON pour la partie template. On va déclarer un certain nombre de choses. Donc ce qu'on va retrouver, bien évidemment, c'est des paramètres d'entrée. Donc là, en l'occurrence, un petit préfixe pour le nommage de mes ressources de manière automatisée, parce que je suis un gros feignant. Ici, je vais créer un default value avec certaines valeurs pour créer les différents slots. Donc en l'occurrence, on a vu que pour la démo, on utilisait un slot de dev, de staging, de prod, donc tout ça je le déclare, une localisation, un certain nombre de variables sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, et donc ce qui va commencer à nous intéresser, c'est à cet endroit-là. Donc les 3 ressources qui sont utilisées au sein de la démo, et on l'a vu tout à l'heure suite à la démonstration de Yannick quand il nous a créé le fameux website, donc la web app. On va retrouver un app service plan, on va retrouver un app service, donc à savoir la fameuse web app, et des slots. Donc ici on voit app service slot. Chose qu'on va retrouver dans notre template, donc le fameux server farm pour l'app service plan. Donc on voit que en commentaire, effectivement, j'ai bien spécifié que c'était l'app service plan à cet endroit-là. On va donc créer ensuite une web app qui est de type Microsoft.web/site. Donc c'est exactement ce qu'on va retrouver sur le fameux portail. Et puis donc ensuite, on va créer un certain nombre de slots. C'est pour ça qu'on fait une copie. Donc l'avantage de la copie, c'est qu'on ne va pas avoir à redéclarer X fois l'intégralité des slots. On le fait une fois et puis on boucle tout simplement via ces fameux paramètres d'entrée. Donc une fois qu'on a défini ce template, la chose intéressante, ça va être de l'intégrer ni plus ni moins dans le fameux pipeline. Donc dans ce fameux pipeline, moi je l'ai retranscrit ici. Donc j'étais assez feignant, j'ai repris évidemment les steps de mon ami de développeur. Donc lui s'était embêté à m'écrire son joli pipeline de build pour pusher son artefact, etc. Je l'ai repris. Donc ici, j'ai défini un stage de build qui était celui d'Yannick, dans lequel il va justement nous builder son appli.NET et autres. Ce qui manque avant de déployer sa fameuse application, enfin son fameux website, c'est justement tout l'environnement qui va avec. Donc c'est pour ça que j'ai écrit l'ARM template, et c'est pour ça que j'ai intégré une première step à ce fameux template, à ce fameux pipeline de déploiement, enfin de CI/CD, c'est que je vais avoir un stage qui s'occupe de l'infra as code. Donc grossièrement, je vais avoir 3 petites tasks en l'occurrence. Une première task qui va aller créer le ressource group, puisque j'ai besoin d'un ressource group pour venir intégrer directement mon ARM template. Ensuite, donc le fameux ARM template, je vais quand même le valider, parce que je ne suis pas certain de ne pas avoir fait de bêtises. Donc plutôt que de jouer un template qui peut être potentiellement mal écrit ou dans lequel il y aura une coquille, validation. Et puis donc suite à ça, je vais passer directement au déploiement dans lequel il va venir me créer les ressources que j'ai déployées. Donc ça se retranscrit dans le pipeline de cette manière-là. Je vais retrouver en fait ici à cet endroit-là les différentes stages, les différentes étapes que vous avez. Donc les fameuses étapes qu'on va retrouver, donc l'infra as code que je viens de vous démontrer, la fameuse étape de build que Yannick nous a montré, et puis donc ensuite, à chaque slot de ma web app, j'ai créé un stage. Donc on va retrouver ici les fameux stages avec le mot-clé stage, ni plus ni moins. Et puis donc pour chaque fois, comme on le disait tout à l'heure, pour chaque stage, je vais définir un environnement. Donc en l'occurrence, pour mon slot de dev, j'ai un environnement de dev, ni plus ni moins,
dans lequel je vais venir déployer le fameux zip que mon ami Yannick m'a mis à disposition. Et puis donc je lui dis, tu vas me déclarer, tu vas me déployer tout ça dans une web app qui s'appelle AOS Portal. Et tout ce petit monde, tu vas me le mettre dans AOS-NIS-YML, qui est le fameux resource group name qui hoste tout ça. Donc à chaque fois que je vais avoir un nouveau slot, je vais ni plus ni moins faire une copie de mon stage précédent. Et puis donc de manière assez simple, du coup je vais pouvoir créer à foison au niveau des slots, dans la limitation encore une fois de l'app service plan sur lequel vous trouvez, sur lequel vous avez souscrit. Et donc de manière assez aisée, on va être en capacité de redéployer l'intégralité à la fois donc, de l'infrastructure as code, donc la fameuse web app, les fameux slots, de rebuilder avec les fameux tests de code coverage, les tests unitaires et j'en passe, et ensuite directement d'aller alimenter les différents slots qu'on vient de voir et qu'on vient de décrire. Donc si je fais un petit test rapidement sur cet endroit-là, je vais modifier, donc pareil, on va modifier un truc de base. Je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être fait une bourde en modifiant un nom que j'aurais pas dû. Bon, on va tenter, on va voir si ça pète, ça pète. De toute façon, c'est là pour ça. On va venir modifier la page de base, index.resort, voilà. Voilà, on va pusher tout ça. Et automatiquement, on va déclencher une nouvelle build. Donc ici, je vois effectivement que j'ai un premier step qui est donc le déploiement de mon infra as code, pardon. Donc là, bon, pareil, j'ai un agent, on vous a parlé des agents. Ce fameux agent, il va aller récupérer ni plus ni moins que les deux tasks les trois tasks que je vous ai montrés. Donc à la fois la création du fameux ressource group. Donc si on vient ici, on devrait avoir dans peu de temps un nouveau ressource group. Donc là, on est encore en attente, on voit qu'il n'a pas encore pris le job en cours, il est toujours en queue. Voilà, starting. Donc là, concrètement, il va récupérer le code, il va jouer les fameuses étapes. Alors, ce serait bien que ce soit assez rapide pour ne pas poireauter. Azure PowerShell, donc là, première chose, il va créer le ressource group. On l'a peut-être pas dit durant la presse, mais la différence grossière aussi entre des Microsoft hosted agents et des self-hosted agents, c'est que les Microsoft hosted agents ne sont pas disponibles tout le temps, ils bossent pour tout le monde. Alors que si vous avez votre self-hosted agent, vous gagnez en vélocité parce que vous êtes sûr d'avoir une VM tout de suite disponible pour effectuer vos builds. Donc là, Johan et moi, on bosse sur les Microsoft hosted agents. Là, vous l'avez pas vu tout à l'heure, mais moi, c'est pareil, je viens d'attendre un petit peu pour avoir Donc là, concrètement, il vient de me créer un nouveau ressource group, à l'intérieur duquel je viens de lancer un déploiement, mon pipeline vient de lancer un déploiement, donc on voit qu'il a été validé, donc du coup je passe à la step suivante, et effectivement je run mon deployment. Donc ici je reviens sur le fameux ressource group, et c'est ce deployment là que je viens de retrouver. Donc là-dedans, de manière assez simple, on va retrouver justement le fameux website AMS Portal que j'ai décrit dans mon ARM template, le fameux app service plan, et puis au fur et à mesure on va voir donc l'ingestion des slots et ce genre de choses. Donc si on revient, hop, a priori il a fini, donc il m'a bien créé un slot de prod, un staging et un dev. Et donc de manière assez simple, je vais ensuite passer à la phase de build, de dev, etc. Donc concernant le release pipeline, si on revient sur le release pipeline que nous a démontré tout à l'heure Yannick, ça évolue sur le pipeline en YAML. On va retrouver les environnements de cette manière, donc à chaque fois que je vais décrire un environnement dans le template YAML, il va venir automatiquement apparaître ici. Donc la force de ça, c'est que je vais avoir un historique par environnement, donc ça c'est assez sympathique. Une vue transverse en fait des différentes builds qui sont passées au sein de mon environnement. Et donc tout comme on l'avait tout à l'heure en fait sur la partie gates au niveau du release pipeline en graphique, on va retrouver un certain nombre de choses qui sont faisables ici au niveau des environnements. Notamment donc la capacité à aller faire du branch control, pareil un truc sympathique et assez drôle pour la démo, la capacité à checker les business hours pour un déploiement. J'ai pas envie que mon cher collègue me fasse un déploiement en prod le vendredi à 17h, bon c'est parfait. Je vais ici venir lui dire ok, les déploiements c'est quand tu veux, sauf le vendredi. Et puis ça aura le droit de se passer entre 4h et 11h, mais hors de question que ça se passe l'après-midi. Donc pareil, on va avoir possibilité d'aller faire du approval, ce genre de choses.
Donc pareil, pour passer d'un environnement à l'autre, de demander une approbation du Big Boss ou ce genre de choses, ou du responsable de prod, enfin peu importe. Mais tout ça, on va être en capacité de le faire tout comme on le faisait sur du release pipeline en mode graphique, mais encore une fois, tout ça en ayant une gestion, ni plus ni moins, YAML de tout ça, donc une approche beaucoup plus full code, hein, ni plus ni moins, puisqu'on va retrouver à la fois le code du website, le code de l'infra, et puis donc ni plus ni moins que le déploiement de ce fameux CI/CD au format code une fois de plus. Donc ça c'est le gros avantage de cette partie YAML pipeline. Moi, ce que j'ai pas retrouvé, c'est les deployment gates, Johan. Je les ai pas vus de ton côté en YAML. Alors justement, à l'heure actuelle, on n'a pas capacité encore à décrire les deployment gates, enfin l'équivalent des deployment gates en YAML. Ça va arriver. Je suppose que ça va arriver puisque c'est planifié, il me semble. Faut pas oublier que le fameux pipeline YAML, pour la partie CI, c'est un peu plus vieux. La partie CD, c'est tout récent. Donc il y a encore des intégrations à faire, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas, mais ça ne saurait tarder. Je peux reprendre la main, juste pour terminer mon déploiement. Hop, tu me l'as redonné? Oui. Non, tu dois repartager. Ok, c'est parti. Donc tout à l'heure, on avait bien vu que ma build était passée. Là, ça a bien déployé sur Delve. Ici, ça a vérifié que j'avais aucun bug d'ouvert. Donc comme je vous l'ai montré, j'avais un pré-deployment gates qui vérifiait s'il n'y avait pas des bugs ouverts dans mon board. J'en avais pas. Donc c'est passé, je suis en subtilé. Et là, j'ai mis en place un approval. Donc en fait, avant de passer en production et de swapper le staging et la production, donc là, on peut imaginer que c'est le blue et la green avant que le blue devienne la production. Et ben, il faut un approval. Donc en fait, moi là, j'ai reçu également un mail. Je ne vais pas l'ouvrir ma boîte maintenant, mais j'ai reçu un mail. Si jamais j'étais pas connecté sur Azure DevOps, je reçois un mail qui me dit vous cliquez ici et vous donnez votre approbation. Donc je peux approuver depuis l'interface également. Donc là, je le fais. Je vais mettre. J'ai donné mon approbation. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un swapping de slot. Donc le staging devient la prod. Alors actuellement, voilà la prod. Donc on avait bien Welcome to the Blazor, classique. Et là, on va changer le staging. Alors je sais plus ce que j'ai communiqué. J'ai mis Welcome to the AMS conf ou quelque chose comme ça. Alors, on y est presque. C'est en train de swapper les slots. Et j'ai mis en place, donc ici on voit bien que tout était trigger depuis l'artefact qui est sorti de ma build, mais en fait on peut mettre en place aussi des stages manuels. Donc là j'ai un stage manuel de rollback qui n'est ni plus ni moins qu'un swap encore entre le staging et la production. Imaginons qu'on va en production et qu'on ne s'est pas rendu compte de quelque chose. Honnêtement en tant que dev, même les ops ils voient ça assez souvent. Ça nous arrive, hein, on n'est pas parfait. Et donc là, juste le fait de pouvoir reswapper son staging et sa production, ça permet un rollback. C'est un petit peu long là. Ouais, bon, en attendant, on va passer à la conclusion parce qu'on a écoulé le temps à partir. Ouais, hop. Donc bon, concrètement, le DevOps, alors c'est pas un métier, c'est pas un job, c'est une philosophie, on le répète. C'est un long voyage d'apprentissage effectivement pour faire de l'amélioration continue. On vient bien de voir hein, que on peut souvent initier certaines choses, et puis donc au fur et à mesure on va s'imprégner des nouveautés, et puis donc effectivement on va mettre à profit cette amélioration continue même pour soi-même. C'est aussi la manière de rassembler tous les outils nécessaires. Parce qu'on l'a vu, Azure DevOps dispose d'un large éventail d'outils. Ouais. Et encore une fois, ces derniers ne sont pas destinés ne serait-ce qu'aux ops et aux devs, puisqu'on l'a bien vu, c'est notamment justement le fait de pouvoir s'intégrer avec les fameuses équipes de dev quand on est ops et vice-versa. Et puis la gestion de projet, des équipes de test, vraiment ça convient à toutes les équipes. Et je pense que vous l'avez vu, mais c'est vraiment une solution très très large. Et même nous, là, on est pressé par le temps, on avait même deux, trois petites choses en plus à vous montrer. Et c'est très très large. Il faut aller creuser, n'hésitez pas à vous faire sur Azure si vous n'avez jamais joué avec ça. Et puis, n'hésitez pas à jouer avec. Hein. Et on a mis quelques petites docs aussi, donc on mettra les slides dispo. N'hésitez pas à aller voir justement les fameux Get Started with DevOps. Il y a un petit paquet de documentation officielle et puis de DevOps Labs aussi, je mettrai un lien, on a oublié un lien,
Il y a un site qui vous permet d'auto-générer des labs sur Azure DevOps pour bien démarrer justement avec les basiques. Voilà, on vous le rajoutera. Et sinon, on a mis en place le lien sur un MVP qui est vraiment spécialisé Azure DevOps et qui fait des super articles avec du super contenu qu'on vous recommande chaudement, qui est Mohamed Drado. On va juste aller rapidement si c'est terminé. Voilà, c'est bon, je suis en production. Donc là, si j'actualise, on voit bien que c'était écrit Welcome to the Blazor. Et là, Welcome to the MS Demo. Donc on a bien switché le staging à la production. Ok. Voilà. Bon, merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à nos amis à distance.